La pluie tombait drue sur les pavés gris de Paris, effaçant les contours déjà flous d'une ville qui n'avait jamais vraiment voulu la voir. Camille Moreau, 34 ans, avançait à pas hésitants, les chaussures trempées, le manteau trop grand gorgé d'eau, le regard fuyant. Elle n'était plus qu'une silhouette flétrie parmi tant d'autres, avalée par les artères souterraines du métro et les recoins humides des bancs publics. Autrefois fille de boulanger dans un village tranquille du Lot, elle avait quitté ce monde de farines et de levain, rêvant d'une vie nouvelle à Paris. Mais les rêves, ici, se fissuraient vite. Tout avait commencé à s'effondrer 3 ans plus tôt, quand la boutique familiale, héritée de père en fille, avait été vendue à perte après le décès brutal de son père. Camille, incapable de gérer seule les dettes accumulées, avait tout perdu. En quête d'un avenir, elle s'était exilée vers la capitale, pensant y trouver des opportunités. Ce fut la solitude qu'elle trouva, le bruit constant, la foule indifférente et, peu à peu, la précarité. De petits emplois instables en hébergement d'urgence, elle avait glissé lentement dans l'invisibilité, jusqu'à devenir un visage que personne ne regardait. Ce jour-là, la pluie semblait vouloir la dissoudre entièrement. Son estomac criait famine, ses doigts étaient gourds de froid. Elle marchait sans conviction, une adresse griffonnée sur un bout de papier trempé dans la main. Un centre communautaire à quelques stations, disait-on, qui distribuait un bol de soupe chaud les jeudis. Mais la ville, capricieuse et immense, l'avait fait tourner en rond. Et maintenant, elle ne reconnaissait plus rien. Les rues se succédaient, les bâtiments se ressemblaient. Puis, soudain, le hasard la mena à une avenue bordée d'arbres parfaitement taillés, où les façades blanches respiraient l'argent ancien. Camille s'arrêta devant un portail noir en fer forgé. Une plaque discrète sur le mur portait l'inscription « Villa des Cèdres ». Ce n'était évidemment pas le centre qu'elle cherchait, mais derrière la grille, une grande maison de pierre trônait, majestueuse, comme un château échappé du passé. Son ventre se tordit de nouveau. Peut-être, pensa-t-elle, quelqu'un aurait pitié. Peut-être une gouvernante, une femme de ménage, un gardien. Elle n'avait rien à perdre. Elle s'approcha du portail, hésita, puis appuya sur l'interphone. Un crachotement, puis une voix de femme, claire et posée, se fit entendre. « Oui ?» Camille se racla la gorge. Sa voix était rauque, usée par le silence. « Excusez-moi, je me suis perdu. Je cherche un endroit pour me réchauffer un peu. Un centre, peut-être. Je suis désolé de vous déranger. » Un silence. Puis le portail émit un cliquetis et s'ouvrit lentement. « Entrez, mademoiselle. » Elle n'en croyait pas ses oreilles. Fronçant les sourcils, elle passa la grille. Le jardin, parfaitement entretenu malgré la pluie, dégageait une odeur de lavande et de terre mouillée. Elle monta les quelques marches menant à la porte principale. Avant même qu'elle ne frappe, la porte s'ouvrit, et une femme d'une 60aine d'années l'accueillit avec un sourire énigmatique. Elle portait un tailleur gris impeccable et une broche ancienne en forme de colibri. « Vous êtes en avance », dit-elle en la détaillant de haut en bas. « Mais peu importe, entrez vite, vous allez attraper froid dans cet état. » Camille, confuse, ouvrit la bouche pour corriger le malentendu, mais l'autre femme lui faisait déjà signe de la suivre. Trop épuisée pour résister, elle entra. Le hall était vaste, tapissé de tapis anciens et éclairé par un lustre de cristal. Une chaleur douce la frappa immédiatement, lui arrachant un frisson de soulagement. La gouvernante, car c'en était clairement une, referma la porte derrière elle. « Je suis Élise. Le maître de maison ne va pas tarder. Suivez-moi, je vous en prie. » Camille tenta une objection. « Je crois il y a eu erreur. Je ne suis pas. » Élise s'arrêta et se tourna vers elle, un sourcil levé. « Vous êtes bien là pour l'entretien, n'est-ce pas ?» Camille cligna des yeux. « L'entretien ? Quel entretien ?» Mais le regard d'Élise, bien que poli, ne souffrait pas de contradiction. Camille hocha la tête, presque involontairement. « Très bien, » dit Élise, satisfaite. « Dans ce cas, suivez-moi au salon. Monsieur Delacour vous y attend. » Le nom lui était inconnu. Pourtant, quelque chose dans la façon dont il avait été prononcé éveilla sa curiosité. Elle suivit Élise à travers un couloir boisé jusqu'à une double porte que la gouvernante ouvrit avec précaution. Le salon était vaste, silencieux, décoré avec un raffinement discret. Un homme se tenait debout près d'une bibliothèque tournée vers la fenêtre. Grand, brun, costume sombre. Lorsqu'il se retourna, son regard croisa celui de Camille avec une intensité presque dérangeante. «
« Bonjour, mademoiselle, dit-il d'une voix calme. Vous vous appelez ?» Camille hésita. Tout en elle criait de s'enfuir. Mais il y avait dans cette pièce, dans cet homme, une promesse étrange. Elle répondit presque en chuchotant « Camille, Camille Moreau ». Il la dévisagea longuement, puis esquissa un sourire à peine perceptible. « Bien, asseyez-vous. J'ai une proposition à vous faire. » Elle obéit, le cœur battant, sans savoir encore qu'à cet instant précis, sa vie venait de basculer. Camille était assise sur un fauteuil en velours vert bouteille, les mains posées sur ses genoux, encore humides de la pluie, tandis que l'homme en face d'elle l'observait avec un calme désarmant. Il ne semblait pas pressé, il ne semblait pas gêné par l'apparence désordonnée de son invité, ni par le silence un peu lourd qui s'était installé entre eux. Camille, elle, se sentait déplacée, comme si elle portait une erreur sur ses épaules, une faute invisible, criante, dans ce décor de luxe silencieux et maîtrisé. L'horloge ancienne du salon égrenait lentement les secondes, et malgré le confort du fauteuil, elle avait l'impression d'être jugée, pesée, analysée. « Vous avez un parcours atypique, Camille Moreau. » Elle sursauta légèrement. Il avait dit son nom comme s'il le connaissait depuis toujours. Pourtant, elle ne se souvenait pas de l'avoir vu quelque part, ni entendu parler de lui. Il poursuivit « Je vous ai observé en entrant. Vous êtes manifestement quelqu'un qui ne s'encombre pas d'artifice. Ce n'est ni un compliment, ni un reproche. C'est un fait. » Elle ouvrit la bouche pour répondre, pour dire qu'il y avait erreur, qu'elle n'était là que par hasard, qu'elle cherchait simplement un endroit pour se sécher et se nourrir. Mais aucun son ne sortit. Quelque chose dans l'attitude de cet homme l'empêchait de briser le fil de son discours. « Je vais aller droit au but. Ce que je cherche est peu conventionnel. Je n'ai ni le temps ni l'envie de tourner autour du pot. » Il croisa les jambes, joignit les mains devant lui et la fixa avec une intensité troublante. « Je cherche une épouse. » Camille cligna des yeux. Elle crut avoir mal entendu. Il répéta, avec le même ton calme. « Une épouse. De nom, bien entendu. Une personne discrète, capable de jouer un rôle précis durant une période déterminée. 3 mois, très exactement. Rien de plus. Ce serait un arrangement contractuel, entièrement légal, avec conditions claires, limites précises et une contrepartie généreuse. » Elle eut un rire nerveux, presque un souffle, plus d'incrédulité que de moquerie. Il ne réagit pas. Camille le dévisagea. Il n'avait rien d'un fou. Son regard était lucide, son ton maîtrisé. Et surtout, il avait l'air de croire chaque mot qu'il prononçait. « Pardon, vous êtes sérieux? Vous ne me connaissez même pas. »« Justement, » répondit-il, « c'est un atout. Je ne cherche pas l'amour, ni la complicité, ni un avenir commun. J'ai besoin d'une présence officielle à mes côtés pour des raisons administratives. Mon nom est Louis Delacour. Vous l'entendrez peut-être ici ou là, dans les cercles financiers ou juridiques, mais cela importe peu. Ce qui compte, c'est ce que j'ai à vous offrir et ce que j'attends en retour. » Il se leva, alla chercher un dossier sur une table basse, puis le déposa devant elle. À l'intérieur, des feuilles imprimées, des graphiques, des relevés, des paragraphes de termes juridiques. Je ne vous demande pas de lire tout cela maintenant, bien sûr. Vous n'êtes pas encore engagé. Ce que je vous propose, c'est une maison, des repas, des vêtements, une carte bancaire sans plafond pour vos besoins personnels et une somme forfaitaire versée en 3 tranches égales, à l'entrée dans la résidence, à la validation du mariage et à la fin du contrat. En échange, vous m'accompagnez à certains événements sociaux, vous répondez à quelques attentes de représentation et vous respectez les termes de l'accord. Camille resta figée. Elle ne comprenait pas. Pourquoi elle? Pourquoi une femme comme elle, sans adresse, sans famille ici, sans passé glorieux à mettre en avant? Il y avait forcément un piège. « Et pourquoi moi ?» demanda-t-elle enfin. Louis haussa légèrement les épaules. « Parce que vous n'êtes pas de ce monde. Et que justement cela vous rend invisible. Discrète. Vous n'avez aucun lien avec mon entourage, aucun intérêt à manipuler la situation. Je n'ai pas besoin d'une actrice. J'ai besoin de quelqu'un qui n'a rien à prouver, ni à perdre. » Elle avala difficilement sa salive. Les mots étaient crus, mais elle savait qu'il disait la vérité. Elle n'avait plus rien. Plus de toit, plus de dignité, plus de plan. Et voilà que cet homme, cet inconnu au regard clair, lui proposait une place, même fictive, dans un monde qu'elle n'avait jamais espéré approcher. Il n'y avait pas de promesses creuses,
pas de romantisme, juste un marché, brutal, glacial, tentant. Louis se rassit, en silence. Puis, après un moment, « Je comprends que cela soit choquant. Vous pouvez refuser ou demander du temps. Vous n'avez pas besoin de me donner une réponse ce soir. Élise vous montrera votre chambre. Vous y passerez la nuit. Demain matin, vous déciderez. » Camille, encore trempée, encore glacée, encore affamée, acquiesça. Elle ne comprenait pas tout, mais elle comprenait assez. Pour la première fois depuis des mois, quelqu'un lui proposait une porte, même étrange, même douteuse. Et elle n'avait pas la force de dire non, pas ce soir. Élise réapparut, silencieuse, comme si elle avait attendu derrière la porte. Sans un mot, elle invita Camille à la suivre. Elles traversèrent des couloirs moquetés, passèrent devant des tableaux anciens et des meubles cirés. La chambre où on l'installa était plus grande que le studio qu'elle avait brièvement occupé à son arrivée à Paris. Il y avait un lit large, des draps épais, une salle de bain attenante et sur le fauteuil un peignoir propre. « Vous trouverez quelques affaires dans l'armoire. Elles sont à votre taille, » dit Élise en posant une serviette sur le lit. Monsieur Delacour a une excellente mémoire visuelle. Puis elle s'éclipsa. Camille resta seule. Elle ôta ses vêtements trempés, enfila le peignoir, s'assit sur le lit et laissa son regard errer sur la pièce. Rien n'avait de sens, mais tout semblait réel. Trop réel pour être ignoré. Dans un coin, un petit bureau portait un carnet et un stylo. Elle y alla machinalement et écrivit une seule phrase. « Que suis-je en train de faire ?» Puis, elle s'allongea, sans répondre à la question. Le lendemain matin, Camille se réveilla dans un lit qu'elle ne reconnaissait pas immédiatement. Les draps étaient si doux qu'ils semblaient flotter sur sa peau, et la lumière qui filtrait par les rideaux épais était tamisée, dorée, presque théâtrale. Un instant, elle crut avoir rêvé, mais le silence parfait, la chambre inconnue et l'odeur délicate de linge propre confirmaient que tout cela était bien réel. Elle s'assit lentement, ressentant dans chaque muscle la fatigue accumulée des nuits passées dehors, sur des bancs de gare ou dans des recoins dissimulés de la ville. Une fois douchée, vêtue d'une robe sobre posée sur un cintre, elle descendit dans le grand salon où Élise l'attendait avec une élégance naturelle. Sans un mot, la gouvernante lui fit signe de la suivre à travers le couloir. Elles traversèrent à nouveau cette demeure silencieuse jusqu'à une pièce différente, une bibliothèque lumineuse, dont les murs étaient couverts de livres reliés, certains visiblement anciens. Louise était là, installée à un bureau en bois massif, en train de consulter des documents. Il leva les yeux en l'entendant entrer et l'invita à s'asseoir en face de lui, sans cérémonie. « Vous avez passé une bonne nuit ?» demanda-t-il simplement. Elle acquiesça. Il n'ajouta rien. Pas de banalité, pas de politesse superflue. Il ouvrit une chemise cartonnée et la posa entre eux. Camille jeta un regard rapide. C'était un contrat. Plusieurs pages, tapées à la machine, avec des espaces réservés pour les signatures. Tout semblait parfaitement structuré. « Voici ce que je vous propose, » reprit-il d'un ton neutre. « Vous deviendrez légalement mon épouse pour une durée de 3 mois, à compter de la date de signature et de dépôt de l'acte à la mairie. Aucun lien physique ne sera requis. Ce n'est ni une farce, ni une mise en scène sentimentale. Il s'agit d'un arrangement pur et simple. » Camille fronça les sourcils. Elle voulait comprendre. Pas juste les termes, mais le fond de cette histoire. Pourquoi vous marier? Pourquoi faire tout cela? Vous êtes riche, influent, manifestement capable de faire à peu près tout ce que vous voulez. Vous pourriez engager une actrice, une professionnelle, une femme habituée à ce genre de rôle. Pourquoi une inconnue ramassée sous la pluie? Louis la fixa un moment, sans ciller. Parce que c'est précisément ce que je ne veux pas. Je ne veux pas de mensonges déguisés en spontanéité. Je ne veux pas de mise en scène affective. Je veux une présence stable, neutre et surtout sans ambition personnelle. Il marqua une pause puis ajouta plus lentement « Mon père est mort il y a 2 ans. Son testament, dont j'ignorais certaines clauses jusqu'à récemment, stipule que je dois être marié avant mes 40 ans pour conserver le contrôle majoritaire de notre holding familial. Sans cela, les parts reviendraient à mon cousin, un homme pour qui je n'ai ni confiance ni estime. J'ai 39 ans. Il me reste exactement 3 mois. » Camille écoutait sans l'interrompre. Il poursuivit « Je n'ai jamais cru aux symboles, ni aux serments. J'ai fui ce genre de formalité toute ma vie. Mais là, il ne s'agit pas de croyance. Il s'agit de logique. Si je ne me conforme pas à cette clause, je perds tout contrôle.
pas seulement de l'entreprise, mais des emplois que nous générons, des projets que nous finançons, des vies que nous soutenons. Ce n'est pas simplement un caprice de riche, c'est une guerre froide au sein d'une famille rongée par les rivalités. Il pencha légèrement la tête. Et vous, Camille Moreau, vous êtes exactement ce que je cherchais sans le savoir. Une personne libre de toute attache, de toute ambition sociale, de tout réseau. Une femme invisible, comme vous vous l'êtes probablement senti ces derniers mois. Mais vous avez une chose que beaucoup n'ont pas, la capacité à disparaître quand il le faut et à rester droite malgré tout. Le silence retomba. Camille regardait le contrat, puis Louis, puis encore le contrat. L'offre était absurde. Un mariage sans amour, sans intimité, avec une échéance connue d'avance. Mais les conditions étaient claires. En échange de 3 mois de rôle social, elle aurait un toit, une stabilité, une compensation financière significative. Elle n'avait pas encore demandé le montant, comme si elle n'osait pas. « Combien ?» demanda-t-elle finalement. 3 versements. Le premier dès aujourd'hui, 50 000 €. Le deuxième, après le mariage civil, 50 000 de plus. Le dernier, à la fin du contrat, si tout est respecté, 100 000 €. Tout sera transféré sur un compte à votre nom. Je peux aussi vous proposer un service juridique indépendant pour examiner le contrat. Vous êtes libre de poser vos conditions. Mais les miennes sont simples. Pas de contact physique, pas d'attachement personnel, pas de curiosité excessive. Vous êtes là pour jouer un rôle. Rien de plus. Camille sentit une vague étrange d'émotions contradictoires. D'un côté, le contrat la réduisait à une silhouette décorative, un accessoire stratégique dans un jeu de pouvoir. De l'autre, il lui offrait une chance unique de reprendre le contrôle sur sa vie. Elle pourrait recommencer, ailleurs, avec cette somme. Effacer les dettes de sa mère, peut-être acheter un petit commerce, ouvrir une boulangerie, comme celle de son père. Elle pourrait devenir quelqu'un de nouveau, quelqu'un d'existant. Et après les 3 mois, demanda-t-elle, nous divorcerons. Discrètement. Vous repartirez avec ce que je vous dois. Sans attachement, sans trace. Elle observa encore une fois les documents. Il n'y avait rien de romantique, rien de magique. C'était une transaction, froide, carrée et, curieusement, honnête. « D'accord, dit-elle enfin. Je signe. » Louis hocha la tête presque imperceptiblement. Il ouvrit le stylo posé à côté du contrat, le lui tendit. Camille le prit, sentit sa main trembler, puis apposa sa signature. Elle ne savait pas encore si elle venait de vendre 3 mois de sa vie ou de les acheter. Le mariage civil eut lieu 1 semaine après la signature du contrat. Aucun membre de la famille de Louis n'était présent. Pas de cérémonie, pas de bouquet, pas de photos encadrées sur la cheminée. Juste 2 signatures dans une salle impersonnelle de la mairie du 8e arrondissement. Un témoin administratif désintéressé et un regard échangé sans émotion entre les 2 parties. Louis était venu en costume sombre, sans cravate, les traits impassibles. Camille portait une robe crème fournie par Élise, simple mais d'une coupe parfaite, assortie à des escarpins qu'elle avait appris à supporter sans grimacer. À peine le document signé, ils étaient repartis chacun dans leur voiture. Il n'y eut pas de baiser, pas de mots tendres, rien. Ce n'était pas un mariage. C'était un acte notarié déguisé en formalité sociale. Dès le lendemain, la transformation commença. Camille fut conduite dans un institut de beauté luxueux, situé dans un immeuble haussmannien discret de l'avenue Montaigne. Là, des mains expertes prirent soin d'elle avec une précision presque chirurgicale. Coiffure, manucure, soins du visage, massage, maquillage discret mais calculé. Elle resta silencieuse, se laissant faire comme une statue de marbre qu'on polit. Elle n'avait jamais connu ce niveau d'attention. Pas par coquetterie, ni par vanité, mais par nécessité sociale. Tout était pensé, mesuré, calibré pour qu'elle s'intègre sans détonner. Puis vinrent les essayages. Une styliste privée se présenta à la villa avec une demi-douzaine d'assistantes et une camionnette pleine de vêtements suspendus dans des housses numérotées. Des robes de cocktail, des ensembles de journée, des manteaux, des chaussures en rang serré. Camille passa des heures à enfiler, poser, tourner. On ajusta les ourlets, on retoucha les coutures. Chaque pièce semblait coûter plus que ce qu'elle avait gagné durant toute l'année précédente. Elle n'avait pas voix au chapitre. On lui expliquait ce qui allait au teint, à la silhouette, ce qui était acceptable dans tel cercle ou tel autre. Elle hocha la tête, toujours. La dernière étape fut confiée à Madame Roche, une femme stricte d'un âge incertain, à la voix sèche et à l'allure sévère.
Ancienne gouvernante de familles aristocratiques, elle était maintenant spécialisée dans la préparation de femmes à l'étiquette mondaine. Elle arriva avec un cahier à couverture rigide, dans lequel chaque jour était planifié. Posture, diction, savoir-vivre à table, art de la conversation. Camille dut apprendre comment tenir une coupe de champagne sans paraître gauche, comment sourire avec retenue, comment feindre l'intérêt sans s'impliquer. Elle répéta des phrases devant un miroir, corrigea sa démarche, apprit à marcher lentement sans paraître indécise. Mais au-delà de l'apparence, c'était le silence qui pesait le plus. La villa, vaste et magnifique, était pourtant glaciale. Les couloirs sentaient le bois ciré et la distance. Louis ne partageait pas ses repas. Il sortait tôt, rentrait tard. Lorsqu'ils se croisaient, c'était à l'occasion d'un événement planifié. Une soirée de bienfaisance, un vernissage discret, un dîner avec des membres du conseil d'administration. Dans ces moments, il lui tendait le bras, souriait aux bonnes personnes, la présentait comme son épouse avec un ton poli, presque affectueux. Mais une fois rentré, le silence reprenait ses droits. Il disparaissait dans son bureau ou dans une autre aile de la maison, inaccessible. Les règles du contrat étaient claires. Pas d'intimité, pas de questions personnelles. Camille dormait dans une chambre spacieuse à l'étage, avec vue sur le jardin. Louis, lui, dormait ailleurs. Elle ne savait pas exactement où. Parfois, elle l'entendait passer dans le couloir, ses pas feutrés sur la moquette. Mais jamais il ne frappait à sa porte, jamais il ne cherchait à établir un lien. Camille tentait de s'adapter. Elle lisait les livres de la bibliothèque, écoutait les conversations des domestiques sans y participer, observait la mécanique bien huilée de la maison. Élise, toujours discrète, gérait l'intendance avec une précision d'horloger. Le jardinier passait 3 fois par semaine. Les fleurs étaient renouvelées avant même de faner. Tout semblait parfait, trop parfait. Et pourtant, Camille ressentait une étrangeté persistante, comme si tout ce qui l'entourait n'était qu'un décor de théâtre. Elle n'était pas libre, pas vraiment. Elle avait quitté la rue, oui, elle mangeait, dormait, s'habillait comme une femme du monde. Mais chaque geste, chaque mot, chaque mouvement était surveillé, attendu, pesé. Elle ne savait plus si elle existait encore comme individu ou si elle n'était qu'un rôle, une marionnette silencieuse dans une pièce qui se jouait sans elle. Un soir, alors qu'elle rentrait d'un gala organisé au palais de Tokyo, vêtue d'une robe bleu nuit qui avait reçu des compliments polis de parfaits inconnus, elle se surprit à s'observer dans le miroir de sa chambre. Elle ne se reconnaissait pas. Le maquillage était impeccable, le port de tête hautain, l'allure élégante. Mais ses yeux, eux, trahissaient quelque chose de plus profond. Une inquiétude, une sensation d'exil intérieur. Elle pensa alors à son père. À l'odeur du pain chaud le matin, au tablier taché de farine, à la clochette de la porte qui annonçait un client, à la simplicité des jours où une réussite suffisait à donner du sens à toute une journée. Ici, dans cette cage dorée, elle ne sentait rien. Pas de joie, pas de peur, juste une attente. Elle se rappela aussi les mots de Louis. Pas d'attachement personnel. Il les avait prononcés comme une consigne de sécurité. Et pourtant, chaque fois qu'il posait la main sur son dos pour guider un mouvement lors d'une réception, chaque fois qu'il la regardait en public avec ce sourire qu'il n'utilisait jamais en privé, elle sentait un frisson de contradiction. Elle savait que c'était un rôle. Mais il y avait des gestes qui trahissaient une complexité plus grande. Et surtout, elle sentait que quelque chose clochait. Louis était trop froid, trop distant, même pour un homme d'affaires absorbé par ses objectifs. Il ne faisait pas semblant uniquement avec elle. Il semblait fuir toute forme de proximité, même professionnelle. Il ne partageait rien, ne laissait rien transparaître, comme si ce contrat n'était pas seulement un moyen de préserver un héritage, mais aussi une forteresse autour de lui-même. Camille ne savait pas encore ce qu'il cherchait vraiment à protéger, mais elle comprenait déjà qu'il y avait autre chose, quelque chose que l'argent, les contrats et les règles ne suffisaient pas à cacher. Camille n'était pas curieuse par nature, mais l'ambiance étrange qui régnait dans la villa de la cour commençait à éveiller en elle un besoin de comprendre ce qui se cachait derrière les apparences. Depuis qu'elle avait emménagé, rien ne semblait spontané, ni les gestes des domestiques, ni les absences prolongées de Louis, ni l'organisation presque militaire de la vie quotidienne. Tout était contrôlé, chronométré, poli à l'extrême. C'était une existence étouffante dans laquelle elle n'avait que très peu de place pour exister autrement
que comme une image réfléchie. Pourtant, un matin, en rangeant un livre qu'elle avait emprunté dans la bibliothèque, un détail attira son regard et rompit cette mécanique bien huilée. Sur l'une des étagères, dissimulée derrière un volume relié en cuir, se trouvait un petit cadre photo renversé. Il semblait oublier ce qui, dans un endroit où chaque chose avait sa place et son éclat, était en soi une anomalie. Poussée par une impulsion, Camille le prit entre ses mains et le retourna. La photographie à l'intérieur était en noir et blanc, légèrement défraîchie. On y voyait Louis, plus jeune, vêtu d'un costume clair, souriant timidement. À son bras, une femme blonde, au visage lumineux, riait en regardant l'objectif. Elle portait une robe d'été et semblait irradier d'une joie spontanée. L'image était belle, mais ce n'était pas l'esthétique qui frappait Camille. C'était l'intimité qu'elle dégageait. Cette photo n'avait rien de formel. C'était un instant volé à la sincérité. Le cœur un peu serré, elle reposa lentement le cadre à sa place. Mais la scène restait imprimée dans son esprit. Jamais Louis n'avait montré cette facette de lui. Ce sourire, cette légèreté, cette chaleur. Tout cela était aux antipodes de l'homme rigide qu'elle côtoyait. Camille savait qu'il avait imposé des règles claires, notamment sur la vie privée. Pourtant, la photo soulevait des questions qu'elle ne pouvait pas ignorer. Qui était cette femme? Pourquoi sa photo était-elle cachée et non exposée comme un souvenir heureux? Et surtout, pourquoi un tel regard avait-il disparu du visage de Louis? Plus tard dans la journée, elle croisa Élise dans le vestibule. La gouvernante semblait comme toujours en pleine organisation, une liste à la main, le regard rapide. Camille hésita puis se lança. « Élise, la femme sur la photo dans la bibliothèque. Qui est-ce » La gouvernante s'arrêta net. Elle leva les yeux, fixa Camille pendant quelques secondes, puis ferma son carnet doucement. « Vous avez trouvé cette photo par hasard, je suppose, » dit-elle sans hostilité. Camille hocha la tête. « Elle n'est pas là pour être exposée, mademoiselle, et ce n'est pas sans raison. Elle appartenait au passé de Monsieur Delacour, un passé qu'il a choisi de ne plus évoquer. »« Elle est morte ?» demanda Camille, poussée par quelque chose de plus fort que la prudence. Le regard d'Élise se fit plus distant. Elle s'appelait Claire Dubois. Et oui, elle est décédée, il y a plusieurs années. Elle devait devenir sa femme. Ils étaient fiancés. Camille sentit une vague étrange la traverser. Elle recula d'un pas, comme si cette révélation ajoutait un poids supplémentaire à l'accord qu'elle avait signé. « Que lui est-il arrivé ?» demanda-t-elle. « Soyez partie », répondit Élise d'un ton neutre, presque trop contrôlé, et elle a laissé derrière elle un vide que personne n'a pu combler. Ni moi, ni cette maison, ni les années. La réponse sonnait comme une fin de conversation. Élise se détourna aussitôt, reprit son carnet et disparut sans un mot de plus. Camille resta là, au milieu du couloir, figée. Elle n'avait pas obtenu de détails, mais elle avait compris l'essentiel. Louis avait aimé. Il avait perdu. Et cette perte l'avait transformé en ce qu'il était aujourd'hui. Un homme muré derrière ses règles, ses contrats, sa solitude. Ce soir-là, lors d'un dîner mondain organisé dans un hôtel particulier du Marais, Camille eut l'occasion d'observer Louis de loin. Il était là, impeccable comme toujours, saluant les invités avec la froideur polie qui le caractérisait. Elle repensa à la photo, à Claire, et se demanda combien de fois il avait pensé à elle dans ces événements, combien de visages féminins il avait regardés sans jamais vraiment les voir. Était-ce pour cette raison qu'il avait été si précis dans son contrat, pour éviter toute possibilité de raviver une douleur encore vive? En rentrant, Camille ne parvint pas à dormir. Elle s'allongea dans son lit, les yeux ouverts, repassant chaque mot échangé avec Élise. Elle repensa aussi au silence de Louis, à ses absences, à son regard parfois perdu. Ce n'était pas seulement la pression familiale ou les enjeux financiers qui motivaient son comportement. Il y avait une autre force à l'œuvre, une cicatrice non refermée. Le lendemain, en prenant le petit déjeuner seul dans la grande salle à manger, elle vit Louis entrer. C'était rare qu'ils se croisent ainsi hors d'un contexte formel. Il s'assit en face d'elle, servit du café, puis leva les yeux. « Élise m'a dit que vous avez trouvé la photo. » Il ne posait pas la question, il affirmait. Camille acquiesça. Elle se contenta de répondre. Elle avait l'air heureuse. Louis garda le silence quelques secondes, puis répondit sans la regarder. Elle l'était, à sa manière. Il but une gorgée de café, reposa la tasse, puis ajouta « Je ne vous en parlerai pas. Pas parce que je veux entretenir un mystère,
mais parce que ce n'est pas un sujet de conversation. Ce ne le sera jamais. Ce que vous avez vu fait partie de quelque chose que je garde pour moi, et c'est ainsi que cela doit rester. » Camille ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. Elle comprenait, à travers ces mots tranchants mais sincères, qu'elle ne franchirait jamais cette frontière-là. Elle n'était pas claire, elle ne devait pas l'être. Et pourtant, malgré les règles, malgré les barrières, quelque chose dans cette histoire passée avait déjà commencé à infiltrer le présent. Le calendrier suspendu dans la cuisine affichait désormais le mois de novembre, et les températures commençaient à tomber sur Paris comme un voile discret, enveloppant la ville dans un gris permanent. Camille, installée dans le quotidien rigide de la villa, avait appris à se mouvoir dans cet environnement sans heurts, comme une pièce de mobilier élégante et silencieuse. Elle assistait aux événements, souriait avec mesure, répondait aux questions banales des invités, tout en respectant scrupuleusement les limites imposées par le contrat. Elle s'était habituée à ce rôle, ou du moins à ses contraintes. Mais l'image de Claire Dubois ne cessait de flotter à la lisière de ses pensées. Une présence muette qui, malgré le silence autour de son nom, semblait partout. Ce fut lors d'un dîner avec des investisseurs étrangers, organisé dans un hôtel particulier à Saint-Germain-des-Prés, que les contours de cette absence commencèrent à se préciser. Camille y accompagnait Louis comme à l'accoutumée, vêtue d'une robe en satin bordeaux choisie par la styliste. Elle s'efforçait de maintenir la posture apprise, de répondre avec grâce aux compliments voilés et aux interrogations légères. Elle savait que sa fonction ici n'était pas d'exister en tant que Camille, mais en tant qu'épouse de Louis de la Cour, l'entrepreneur à la réputation contrôlée au millimètre. Alors qu'elle se trouvait au bar, un verre à la main, deux femmes, installées derrière elle, engagèrent une conversation qu'elle pensait manifestement privée. Camille ne les connaissait pas personnellement, mais avait déjà vu leur visage à plusieurs reprises lors d'autres soirées. « C'est elle, alors » murmura l'une. « Oui, la nouvelle épouse de Louis. Elle est différente. »« Elle n'est pas claire, » répondit l'autre d'un ton sec, « et ça tout le monde le voit. Elle ne parle pas beaucoup. On dirait qu'elle ne comprend même pas vraiment le rôle. Peut-être que c'est le but. Faire oublier Claire en choisissant son contraire. Une femme effacée, docile. Il n'a jamais vraiment guéri. » Camille garda le regard fixé sur son verre. Chaque mot qu'elle entendait venait comme une piqûre. Elle n'était pas censée entendre ça. Et pourtant, cela confirmait ce qu'elle soupçonnait. Elle n'était pas choisie pour ce qu'elle était, mais pour ce qu'elle n'était pas. Un contraste, un écran, une réponse silencieuse à une douleur non digérée. Sur le chemin du retour, Louis ne parla presque pas. Il fixait la route à travers la vitre teintée, son profil éclairé par les réverbères de la ville. Camille se demandait s'il avait entendu, lui aussi, ou s'il s'en moquait. Le silence dans la voiture semblait plus lourd que d'habitude, comme si une tension invisible s'était infiltrée entre eux. En arrivant à la villa, il descendit sans attendre et disparut dans l'aile opposée. Camille, elle, resta un moment dans le vestibule, la main posée sur la rampe de l'escalier, immobile. Le lendemain, elle décida d'interroger Élise à nouveau, avec plus d'insistance. La gouvernante, surprise par sa démarche directe, l'invita à s'asseoir dans le petit salon attenant à la cuisine, un espace rarement utilisé, plus intime. « Je veux comprendre, » dit Camille sans détour. « Je ne veux pas envahir l'intimité de Monsieur de la Cour, mais je suis au cœur d'un contrat qui repose sur un non-dit. Claire Dubois n'est pas simplement un souvenir. Elle est une absence active, une ombre dans chaque pièce. Les gens en parlent à demi-mot. Ils me comparent. Ils me jugent à travers elle. » Élise, les mains croisées sur ses genoux, resta silencieuse un long moment, puis elle répondit avec une gravité douce. Claire était brillante, cultivée, pleine de vie. Elle venait d'une famille influente, connaissait parfaitement les cercles dans lesquels Louis évoluait. Leur mariage devait être l'union parfaite de deux empires, mais ce n'était pas qu'un arrangement. Il y avait de l'amour, du vrai, du moins au début. Camille l'écoutait sans interrompre, chaque mot venant combler les vides d'un tableau encore flou. Mais Claire était aussi instable, impatiente. Elle n'aimait pas les règles, les codes, les limites. Elle voulait bousculer l'ordre établi, et Louis, au fond, l'adorait pour cela. Mais le poids des attentes familiales, des enjeux financiers, a tout brisé. Quelques mois avant le mariage, elle est partie sans prévenir. On l'a retrouvée 2 jours plus tard. Elle s'était donné la mort. À l'époque, on a parlé d'un accident.
Officiellement, c'était une chute dans un escalier, dans une maison de campagne. Officieusement, on a compris. Mais rien n'a jamais été dit. Louis n'en parle plus. Jamais. Un silence dense s'installa. Camille sentit un froid glacial l'envahir. Ce qu'elle pressentait depuis le début prenait désormais une forme bien concrète. Elle n'avait pas été choisie malgré ce passé, mais à cause de lui. Elle était un baume discret sur une blessure trop profonde pour être regardée en face. Un simulacre de stabilité pour un homme qui avait déjà aimé et perdu de la pire manière. « Et vous » demanda Camille à Élise. « Vous l'aimiez » La gouvernante esquissa un sourire triste. Claire était comme une tempête, impossible à apprivoiser mais fascinante. J'ai essayé de l'aimer comme une fille, de la comprendre, de la soutenir. Mais elle portait une douleur en elle qu'aucun de nous n'a su voir à temps. Camille se leva, remercia Élise et sortit dans le jardin malgré le froid. Elle marcha lentement, les mains dans les poches de son manteau. Ce contrat, ce rôle qu'elle jouait si scrupuleusement, tout prenait une nouvelle dimension. Elle n'était pas simplement une épouse fictive. Elle était une réponse, une tentative d'équilibre après un drame, un choix calculé pour que tout reste sous contrôle. Et pourtant, malgré elle, Camille sentait naître une forme de colère. Pas contre Louis, pas contre Élise, contre cette logique qui la réduisait à une présence utilitaire. Elle était vivante, entière, avec ses pensées, ses doutes, ses blessures aussi. Elle n'était pas une silhouette à opposer à une autre, ni un médicament contre une douleur ancienne. Elle ne voulait pas être une page blanche utilisée pour effacer une autre histoire. Ce soir-là, elle décida qu'elle ne se contenterait plus d'exister en silence. Pas pour provoquer, pas pour heurter, mais pour exister vraiment, pour poser des questions là où on préférait le silence, pour affirmer une présence, même si elle était temporaire, car elle savait désormais que dans cette maison, les fantômes ne vivaient pas dans les murs, mais dans les regards fuyants, les règles rigides et les phrases jamais terminées. La vie que Camille menait désormais se déroulait entre deux univers disjoints. D'un côté, l'opulence silencieuse de la villa de la cour, ses couloirs aseptisés, ses dîners mondains aux éclairages feutrés, ses silences calculés. De l'autre, le monde dont elle était issue, celui de la boulangère du lot, des odeurs de pain chaud au petit matin, des rires échangés avec son père derrière le comptoir, des nuits où l'on se couchait épuisé, mais le cœur léger. La distance entre ces deux mondes était gigantesque, presque abyssale. Et pourtant, jour après jour, Camille ressentait cette tension interne comme un afflux nouveau de force. Tout avait commencé après la révélation sur le passé tragique de Claire. Cette connaissance avait éveillé en elle une colère sans nom. Colère contre l'obligation de jouer un rôle, colère contre les non-dits, contre l'usage de sa présence comme un pansement sur une plaie vieille de plusieurs années. Et plus encore, une colère contre elle-même pour avoir accepté sans réfléchir de laisser cette vie s'installer, comme si elle n'était qu'un décor parmi d'autres. Elle finit par comprendre que ce contrat, aussi contraignant fût-il, ne l'absorbait pas seulement dans un jeu social, mais la diluait. Elle n'était plus Camille. Elle était l'épouse, une projection neutre, interchangeable. Un soir, après avoir rangé la vaisselle d'un dîner fastueux où elle n'avait prononcé que quelques mots bien formulés, Camille resta au milieu de la cuisine, seule avec le chuchotement lointain des serviteurs. Elle posa une main sur l'évier en marbre froid et murmura à voix basse pour elle-même « Je ne suis pas quelqu'un d'effacé ». Cet aveu silencieux fut comme une révélation. À partir de cet instant, elle décida de revendiquer sa présence, pas pour troubler l'ordre établi, mais pour exister authentiquement, même dans le cadre imposé. Elle commença par demander à Élise, en toute discrétion, à observer les employés, à discuter avec eux derrière le dos des invités, à chercher à comprendre les tréfonds de ce quotidien si lisse. La gouvernante, surprise, la regarda avec une attention nouvelle. Camille sut qu'elle s'autorisait quelque chose qu'elle ignorait jusqu'alors, exercer une influence douce, subtile, inaperçue, mais réelle. Petit à petit, elle échangea quelques mots avec ceux qui ne comptaient pour rien, en apparence. Le chef de cuisine, qu'elle complimenta sincèrement sur un plat. La lingère à qui elle apporta un dessert sucré, volé à la soirée précédente. Le jardinier au regard triste, auquel elle demanda comment allait son dos fatigué par ses longues tâches dans le froid. Chaque mot humanisait l'écosystème froid de la villa. La stratégie n'était pas préméditée, mais instinctive, en devenant quelqu'un que l'on remarquait, non pour sa fonction socialement assignée, mais comme personne.
et cela commença à créer un déséquilibre imperceptible. Certains visages lui souriaient avec reconnaissance. La conversation avec le jardinier dura quelques minutes supplémentaires. Plus de chaleur humaine dans certains couloirs. Camille sentit qu'elle reprenait un peu d'espace. Elle ne réclamait rien, juste un peu de présence. Louis remarqua les changements. Lors d'un déjeuner matinal, alors qu'il feuilletait des comptes, elle osa poser une question sérieuse sur l'entreprise familiale. Une question simple, directe, mais qui nécessitait de clarifier un point que l'on ne lui avait jamais expliqué. Il leva la tête, surpris, puis répondit sans détour. Ce fut suffisant. Pour la première fois, il la considéra comme une interlocutrice, pas comme un simple décor social. Cet échange changea quelque chose. Camille se sentit légitime, et cela la galvanisa. À partir de là, dans chaque événement, elle ne se contentait plus de faire acte de présence. Elle observait, écoutait, et osait intervenir discrètement, mais suffisamment pour être entendue. Dans une réunion de famille où seuls les membres du conseil étaient conviés, elle tint tête à une critique voilée sur l'absence de Claire. « Chaque histoire est singulière, dit-elle. Elle mérite respect, pas comparaison. » Ce fut un murmure ébranlant le vernis du cercle. Elle ne cita pas Claire, ne prononça pas son nom, mais la référence fut claire. Le silence qui suivit était dense. Une fissure s'ouvrit. Ce matin-là, en regagnant sa chambre, elle réalisa qu'elle ne redevenait pas elle-même. Elle l'était déjà. Elle fut alors frappée par l'ampleur de ce sentiment nouveau qu'elle n'avait plus ressenti depuis longtemps. Le sentiment de choisir, de décider, de se relever. Elle n'était plus simplement cette femme de l'accord signé. Elle était celle qui choisissait de vivre plutôt que de subir. Le reste du monde, la haute société, les traumas anciens, tout pouvait attendre. Elle méritait d'être écoutée, d'être elle. Ce fut comme si, à partir de cet instant, Camille franchissait un seuil invisible. Elle avait accepté un rôle imposé par un contrat, mais ne l'avait pas laissé l'annihiler. Elle conservait ses pensées, ses doutes, ses paradoxes. Elle était à deux mondes à la fois, et dans cette tension, elle apprit qu'elle pouvait respirer, exister et même provoquer des changements, minimes, presque imperceptibles, et pourtant bien réels. Ce combat ne consistait pas à renverser la structure. Il consistait à s'y insérer, à y vivre pleinement, à occuper l'espace qu'on refusait de lui offrir. Elle n'était pas la mariée en contrat, elle était Camille, exigeant enfin sa main, sa voix, sa présence. Un pas après l'autre, dans un silence maîtrisé, elle commençait à devenir elle-même. Depuis quelques semaines, les gestes de Louis étaient redevenus mécaniques, comme si la parenthèse de légèreté installée par la présence affirmée de Camille s'était refermée d'un coup sec. Ses regards, auparavant plus ouverts, étaient de nouveau fuyants. Ses interventions lors des dîners mondains étaient brèves, ses absences prolongées. Camille observait ce repli avec une lucidité douloureuse. Elle n'avait pas rêvé l'espace qui s'était créé entre eux. Cet infime changement d'attitude, cette manière qu'il avait eue à quelques reprises de l'écouter vraiment, voire de sourire à ses remarques. Ce lien fragile s'était tissé sans déclaration, sans geste appuyé, sans promesse, mais il avait existé. Maintenant, il semblait volontairement défait, comme si Louis avait décidé de se protéger, de rompre tout élan naissant avant qu'il ne soit trop tard. Le matin où Camille trouva l'enveloppe, le ciel était bas et gris, et un vent tranchant balayait le jardin. Élise était en réunion avec le chef cuisinier, et la villa paraissait inhabitée. La lettre, sans nom ni sceau, avait été glissée sous la porte de sa chambre. Le papier était épais, l'écriture fine et soignée, tracée à la main avec une encre noire. Camille la lut debout, encore en robe de nuit. Chaque mot semblait calculé pour frapper juste, sans envolée dramatique, mais avec une précision chirurgicale. Il n'a jamais eu l'intention de vous garder. Vous êtes une variable temporaire, un échafaudage social. Une fois le contrat rempli, vous serez remercié, peut-être même généreusement. Mais ne confondez jamais commodité et considération. Il a fait semblant avant, il sait le faire encore. Aucune signature, pas de date. Juste ces quelques lignes qui suffisaient à faire vaciller tout l'équilibre fragile que Camille avait commencé à construire. Elle relut la lettre 3 fois, chaque lecture creusant un peu plus le doute. Tout ce qu'elle avait cru percevoir chez Louis, ses regards, cette ouverture fugace, pouvait-il vraiment n'avoir été que stratégie, masque, calcul froid? Ou bien était-ce un avertissement biaisé, destiné à semer la méfiance,
à briser ce qu'elle tentait de bâtir? La méfiance s'installa rapidement. Dans les jours qui suivirent, Camille surveilla les moindres signes. Louis, effectivement, semblait distant. Lors d'un déjeuner avec un partenaire coréen, il évita même de s'asseoir à côté d'elle, la reléguant au bout de la table. Il ne la regardait plus, ne l'écoutait plus, et ses réponses à ses tentatives de conversation étaient sèches, dénuées de la moindre chaleur. Chaque jour, il s'enfermait plus longtemps dans son bureau, ne partageait plus aucun compte-rendu, ne lui faisait plus parvenir d'invitation aux événements futurs. Camille avait l'impression d'avoir été placée sur pause, comme un objet décoratif qu'on oublie dans un coin de la pièce. Elle voulut parler à Élise, mais la gouvernante était elle aussi tendue, plus distante que d'habitude. Le personnel semblait nerveux, comme s'il y avait dans l'air quelque chose de mal défini, un pressentiment d'instabilité. Lors d'une réunion improvisée dans la serre, où Camille venait parfois lire, elle surprit une conversation étouffée entre deux employés qui mentionnaient un désaccord majeur entre Louis et son oncle. Le mot succession revint 2 fois, tout comme les mots menace et pression. Camille comprit alors qu'elle ne voyait qu'une partie du tableau. L'enjeu dépassait son rôle de fausse épouse. Il y avait des tensions plus profondes, plus anciennes, probablement liées à cette fameuse clause testamentaire qui liait le mariage de Louis au contrôle de l'entreprise familiale. Elle n'était pas au centre de cette bataille, mais elle en faisait partie. Son existence publique, sa simple présence à ses côtés, faisait pencher une balance que d'autres tentaient visiblement de faire basculer dans l'autre sens. Elle repensa à la lettre. Était-ce un avertissement sincère d'un employé inquiet? Une manœuvre d'un rival de Louis pour la faire fuir? Ou pire, une tentative orchestrée par quelqu'un de l'intérieur pour précipiter la chute du mariage avant la date fatidique du 40e anniversaire de Louis? Le doute se mêlait à la peur. Un soir, n'y tenant plus, elle décida de confronter Louis. Il rentrait tard, comme souvent, et s'apprêtait à monter l'escalier. Elle l'arrêta dans le vestibule, face au miroir ancien. Il la regarda, visiblement surpris par sa détermination. « Tu veux me parler maintenant » murmura-t-il, visiblement fatigué. « Oui, et je veux que tu sois honnête. » Il ne répondit pas. Elle sortit la lettre de sa poche et la lui tendit. Il la lut rapidement, fronça légèrement les sourcils, puis releva les yeux. « Et tu crois ça » demanda-t-il simplement. « Je ne sais plus ce que je dois croire. Je vois bien que tu t'éloignes. Tu m'éloignes. Je ne suis pas idiote. Quelque chose a changé. Ce contrat, ces règles, tout ça, je l'ai accepté, mais pas d'être utilisé comme un pion qu'on déplace selon la stratégie du moment. » Il ferma les yeux un instant, puis répondit « Tu étais au courant depuis le début. Rien n'a changé. Non, quelque chose a changé. Et tu refuses de le voir. » Il hocha lentement la tête, fit un pas vers elle, puis s'arrêta. « Ce monde n'est pas fait pour les émotions, pas quand elles deviennent des faiblesses, et tu t'exposes. C'est dangereux. Pour toi. Pour moi. Pour ce que je dois encore protéger. » Puis, sans un mot de plus, il monta les marches. Camille resta figée, la lettre toujours en main. Ce soir-là, elle comprit que quelque chose d'irréversible était en train de se produire, que la faille dans leur arrangement n'était plus une hypothèse, c'était une fracture réelle, douloureuse, en train de se creuser, et dans cette brèche, des forces plus grandes qu'elle commençaient à s'infiltrer. Les jours suivants furent marqués par un silence épais, fait de non-dits et de présences esquivées. Louis, enfermé dans une routine austère, paraissait toujours absorbé par des urgences lointaines, ses trajets se limitant à son bureau, des réunions discrètes à l'extérieur, et des apparitions publiques où Camille était désormais rarement conviée. Dans la villa, le personnel évitait les questions, et Élise, habituellement posée et lucide, semblait porter une fatigue que Camille n'avait jamais remarquée jusque-là. Ce changement d'ambiance alimentait une tension sourde, comme si un événement invisible s'apprêtait à se produire. Camille ne voulait plus être une simple spectatrice. Elle avait compris que sa place dans ce jeu dépassait largement la portée de son contrat. Quelque chose d'essentiel lui échappait encore, un détail enfoui dans les fondations mêmes de cette histoire familiale troublée. Elle repensa aux mots d'Élise sur Claire Dubois, à la lettre anonyme, au comportement de Louis, et surtout au silence trop organisé autour de certains sujets. C'est ce silence qu'elle décida de briser. Elle commença à interroger les traces, discrètement. Dans la bibliothèque, elle retourna au dossier de presse sur la société Delacour qu'elle avait feuilleté quelques semaines plus tôt. À l'époque, elle n'y avait vu que des portraits glacés de Louis dans les revues économiques,
des rapports sur des investissements à l'international, des articles sur la croissance stable de l'entreprise. Mais en regardant de plus près, elle tomba sur un vieux magazine relégué derrière les autres, daté de 5 ans auparavant. En couverture, une photo d'un Louis souriant, un sourire rare, accompagné d'un court titre « L'héritier de la cour, enfin prêt à reprendre le flambeau ». L'article retraçait son parcours, sa formation, ses premiers succès professionnels et sa relation avec Claire Dubois. Les paragraphes parlaient d'elle comme d'une étoile montante dans les cercles artistiques, mentionnaient leur projet de mariage et glissaient subtilement une phrase que Camille relut plusieurs fois. Après la tragédie qui frappa les Delacour à la veille du mariage, Louis a su se redresser malgré les circonstances restées floues. Ce mot « flou » résonna comme un écho dans sa mémoire. Rien dans cet article ne parlait de deuil ou de suicide, juste des circonstances floues. Une expression trop prudente, trop vague, pour ne pas cacher un trouble. Camille garda le magazine, le glissa sous ses vêtements et attendit la nuit. Une fois le silence revenu dans la maison, elle se rendit dans l'aile réservée au personnel. Élise vivait dans un petit appartement discret, au fond d'un couloir rarement emprunté. Elle frappa doucement. La gouvernante ouvrit, surprise. « Je sais qu'il se passe quelque chose que personne ne veut me dire », dit Camille d'un ton calme. « Et je sais que vous savez. » Élise hésita puis l'invita à entrer. L'appartement était modeste, sans trace du faste du reste de la villa. Une lampe diffusait une lumière douce. Camille s'assit, sans détourner le regard. Claire n'est pas simplement morte tragiquement. Il y a autre chose, n'est-ce pas? Quelque chose que Louis a caché, que la famille a enterré. Le visage d'Élise se durcit, puis se détendit. Elle soupira longuement avant de répondre. « Ce que je vais vous dire ne doit pas sortir de cette pièce. Ce n'est pas par loyauté aveugle envers Louis, mais parce que la vérité est dangereuse. Elle a déjà fait du mal à trop de gens. » Camille hocha la tête. Élise continua. Claire ne supportait pas les pressions. Pas celles de Louis ni celles de son propre entourage. Le mariage était prévu, tout était prêt. Les deux familles devaient officialiser leur alliance lors d'une soirée où plus de 200 invités étaient attendus. 3 jours avant l'événement, Claire s'est enfuie. On l'a retrouvée dans une résidence secondaire appartenant à son père, à Deauville. Morte. Pas d'effraction, pas de lettre, juste une chute dans l'escalier. Officiellement, un accident. Officieusement, la police a conclu à un geste volontaire. Mais ce n'est pas cela qui a tout déclenché. Élise se leva, alla chercher une boîte ancienne qu'elle garda sur ses genoux. Quelques jours avant sa mort, Claire avait découvert quelque chose. Quelque chose qui concernait les affaires de la famille Delacour. Un transfert de parts, une clause testamentaire que Louis ignorait à l'époque. Elle était furieuse. Elle pensait qu'on l'utilisait. Elle voulait tout annuler. Camille sentit un frisson. « Vous voulez dire qu'elle a été poussée à bout ? Je veux dire qu'elle n'a pas seulement été victime de sa propre instabilité. Elle a été prise dans une guerre d'intérêts, de pouvoir, entre Louis, son oncle et d'autres membres de la famille. Elle était brillante, mais elle ne connaissait pas les règles de ce monde. Elle n'a pas survécu aux conséquences. Louis le sait. Il sait qu'elle a découvert la clause, qu'elle voulait rompre. Il sait aussi que son oncle a profité de la situation pour manœuvrer. Ce n'est pas un meurtre, mais c'est une manipulation froide, cruelle et mortelle. Depuis, Louis vit avec ça sur les épaules. Camille resta silencieuse. Tout s'assemblait. Le contrat, le mariage, les règles, la distance. Louis n'avait pas simplement peur de souffrir. Il craignait que l'histoire se répète, que sa vie soit à nouveau le théâtre d'un drame orchestré par des ambitions extérieures. « Et moi, dans tout ça ?» demanda-t-elle. « Vous êtes le contraire de Claire. C'est pour cela qu'il vous a choisi. Vous n'êtes pas un pion pour les autres. Vous n'êtes connecté à aucun réseau. Vous êtes imprévisible, mais stable. Et c'est cela qu'il espérait. La paix. » Camille se leva, remercia Élise et retourna dans sa chambre. Les pièces du puzzle étaient là. Elle comprenait enfin ce qui l'avait attiré dans cette vie, puis dérouté. Louis avait tenté de réparer une ancienne blessure sans jamais la confronter. Et elle, malgré elle, s'était retrouvée au centre d'un système bien plus dangereux qu'elle ne l'avait imaginé. Mais désormais, elle n'avait plus peur, elle savait, et elle allait agir. La date du 40e anniversaire de Louis approchait. Dans moins d'1 semaine, la clause testamentaire entrerait en application.
S'il n'était pas encore marié légalement à cette date, les parts majoritaires de l'entreprise familiale passeraient automatiquement à son oncle, Henri de la Cour. Camille le savait désormais. Elle avait compris l'ampleur du jeu dans lequel elle était impliquée. Ce mariage de façade n'avait jamais été une précaution sentimentale, mais une opération de survie stratégique. Et maintenant que tout semblait prêt pour l'aboutissement de ce plan, un dernier obstacle se présentait. Le gala annuel de la Fondation de la Cour, un événement prestigieux réunissant toute l'élite économique, politique et médiatique de Paris. Camille fut informée de la date du gala par Élise, 3 jours avant la réception. Cette fois, aucun choix vestimentaire ne lui fut imposé. Elle reçut une sélection de robes et fut invitée à choisir elle-même. Ce détail presque insignifiant en apparence la frappa. Elle y vit une forme de reconnaissance tardive mais réelle, comme si, après tout ce qu'elle avait traversé, on lui offrait enfin le droit de décider de sa propre image. Elle opta pour une robe noire sobre, cintrée, élégante, sans être tape à l'œil, refusant les éclats de bijoux ou les artifices trop voyants. Le jour du gala, la villa fut en effervescence dès l'aube. Voitures de location, équipe technique, agents de sécurité, fleuristes, traiteurs, l'événement prévu dans les salons privés d'un hôtel particulier à proximité de la place Vendôme promettait d'être l'apothéose de la saison. Tous les regards seraient tournés vers Louis et son épouse. La presse serait présente. Des membres du gouvernement y participeraient. Henri de la Cour, bien entendu, y assisterait également. Camille s'y prépara mentalement. Elle savait que ce serait une soirée de confrontation déguisée sous des sourires diplomatiques. À leur arrivée, Louis et Camille furent accueillis comme un couple officiel, sous le crépitement discret des flashs et les chuchotements bienveillants des invités. Louis portait un costume sombre, élégant, mais son regard était dur, presque inquiet. Camille, à son bras, marchait avec assurance, le visage impassible. Elle avait cessé d'être une figurante. Elle était désormais un élément central du dispositif, et elle comptait bien en faire usage. La soirée se déroula dans une succession de discours, de toasts, de poignées de main échangées. Camille était abordée par des personnalités qu'elle n'avait jamais rencontrées, mais qui semblaient tous la connaître. On la félicitait pour son élégance, sa discrétion, son rôle auprès de Louis, des mots choisis, pesés, parfois condescendants. Elle souriait, répondait avec une distance maîtrisée, tout en gardant un œil sur les mouvements de la salle. C'est lors d'un échange apparemment banal, avec une femme d'âge mûr qu'elle avait déjà vue à un dîner précédent, que tout bascula. Cette femme, qu'on appelait Madame Geoffrin, lui glissa à l'oreille, dans un souffle trop étudié pour être anodin. « Vous devriez faire attention à qui vous croyez. Certains hommes savent très bien jouer au veuf inconsolable, tout en manœuvrant en coulisses pour écarter les dernières traces du passé. On vous a envoyé une lettre, n'est-ce pas ?» Camille tressaillit. Elle répondit avec calme. « Pourquoi dites-vous cela ? Parce que je sais qui l'a écrite. Et pourquoi ? Et vous devriez aussi le savoir. » La femme s'éloigna aussitôt, comme si elle venait de prononcer une banalité sur le champagne. Mais pour Camille, le choc fut immédiat. Elle la suivit discrètement à travers la salle, jusqu'à l'angle d'un couloir où la femme s'était arrêtée pour parler avec un homme d'une 50aine d'années. L'homme n'était autre que Henri de la Cour. Tout devint clair. La lettre n'était pas une mise en garde sincère. C'était une stratégie. Une tentative d'instiller le doute, de précipiter la rupture avant la date fatidique. En brisant le lien fragile entre Louis et Camille, ils espéraient invalider le mariage, ou au moins saboter sa légitimité publique. Camille comprit qu'elle ne pouvait plus se taire. Elle retourna dans la salle principale, attendit un moment de silence relatif après un discours, puis s'approcha du micro sous prétexte de prononcer quelques mots en tant qu'épouse. Louis la regarda, surpris. Les invités s'arrêtèrent. Un murmure parcourut la foule. Camille se redressa et parla d'une voix claire. « Je voudrais remercier toutes les personnes ici présentes pour leur accueil depuis ces derniers mois. J'ai été plongée dans un univers qui n'était pas le mien, sans préavis, sans préparation. Ce rôle que j'ai accepté n'était pas celui d'une épouse au sens traditionnel, mais celui d'une figure imposée, nécessaire à la survie d'un équilibre que certains auraient voulu voir s'effondrer. » Les invités échangèrent des regards. Certains sourirent, pensant à une maladresse. Mais Camille continua imperturbable. « Ce soir, j'ai appris que des personnes ici présentes ont tenté, dans l'ombre, de manipuler les apparences.
d'utiliser le passé douloureux d'une famille comme levier pour reprendre ce qui ne leur appartient plus. Une lettre m'a été envoyée, un piège, une provocation. Mais je ne suis pas ici pour être le jouet de ceux qui se cachent derrière les tragédies pour asseoir leur pouvoir. Elle tourna les yeux vers Henri Delacour, qui s'efforçait de maintenir un sourire faussement poli. Je suis ici parce que j'ai choisi de rester, malgré la douleur, malgré les doutes. Parce que Louis Delacour, qu'on le comprenne ou non, n'a pas fui ses responsabilités. Il les a portées et il les porte encore, même quand cela signifie affronter ce que peu d'hommes auraient le courage d'affronter. Elle reposa le micro dans un silence tendu. Louis s'était levé, les yeux rivés sur elle. Elle le rejoignit sans un mot. Ils quittèrent la salle sous les regards médusés. Le bruit courait déjà parmi les invités. Le scandale était lancé, mais Camille ne regrettait rien. Elle avait repris la parole. Elle avait exposé la vérité. Ce gala, censé célébrer la puissance silencieuse d'un nom, devenait le théâtre d'une reconquête inattendue. Celle d'une femme qui refusait désormais d'être une pièce dans un jeu qu'on lui imposait. La nuit du gala avait laissé un sillage de tension et de murmures dans tous les cercles parisiens. Ce que Camille avait osé dire, devant les puissants, devant la presse, devant Henri Delacour lui-même, était perçu par certains comme une audace admirable et par d'autres comme une déclaration de guerre. En une seule soirée, elle avait rompu l'équilibre précaire d'un monde régi par les apparences, où tout était calculé, où chaque mot prononcé en public était scruté. Elle n'avait pas cherché à provoquer. Elle avait simplement refusé d'être l'instrument silencieux d'un affrontement familial, dissimulé sous des couches de bienséance et de pouvoir. Mais cette prise de position n'était pas sans conséquences. Le lendemain matin, à la villa, l'atmosphère était devenue presque irréelle. Louis ne descendit pas déjeuner. Il n'envoya pas de message, ne donna aucune directive. Camille, seule dans la grande salle à manger, buvait lentement son café sans toucher au croissant qui avait été disposé comme chaque jour sur la nappe immaculée. Élise entra discrètement, fit quelques pas, puis s'arrêta. « Il ne va pas bien », dit-elle simplement. Il n'a pas dormi. Il est resté dans son bureau toute la nuit. Camille ne répondit pas. Elle savait qu'elle allait devoir l'affronter. Ce n'était pas une dispute à éviter. C'était une vérité à dire. Une vérité qui avait trop attendu. Elle monta l'escalier à pas fermes, traversa le couloir et frappa à la porte du bureau. Pas de réponse. Elle frappa à nouveau, plus fort, puis entra. Louise était là, assis dans un fauteuil en cuir, la cravate défaite, le regard perdu dans un document qu'il ne lisait manifestement pas. Il ne leva pas les yeux. « Tu n'as pas le droit », dit-il enfin. « Pas le droit d'utiliser ce que je t'ai confié pour faire une scène en public. » Camille referma doucement la porte derrière elle. « Je n'ai rien utilisé. J'ai dit la vérité. Une vérité que personne ici n'a le courage d'assumer. » Il se leva brusquement, fit quelques pas, s'éloigna vers la fenêtre. « Ce que tu as fait nous expose. Tu crois avoir agi par sincérité, mais tu as mis le feu à un baril de poudre. Tu ne sais pas ce que ce monde fait à ceux qui parlent trop fort. Tu ne sais pas ce que cela m'a coûté de maintenir une façade pendant toutes ces années. » « Justement, » répliqua Camille, « cette façade, tu t'y accroches comme à un mur porteur, mais elle est en train de s'effondrer. Ce mariage, ce contrat, tout ça, tu peux continuer à dire que ce n'était qu'un arrangement. Mais tu sais que ce n'est plus vrai. Tu le sais, Louis. » Il tourna lentement la tête vers elle. Son visage était dur, mais ses yeux trahissaient une fatigue plus profonde que la colère. « Tu crois que c'est simple, que je peux me permettre d'échouer encore une fois? Tu crois que je peux risquer de m'attacher, de revivre ce que j'ai vécu avec Claire? Je ne t'ai jamais promis autre chose qu'un accord. Et pourtant, je sens que tu attends quelque chose de moi. Et ça me terrifie. Ce n'est pas l'attachement qui est un risque, Louis. C'est la peur de l'attachement. Ce que tu refuses de voir, c'est que tu es déjà engagé. Tu ne me regardes plus comme une inconnue. Tu me regardes comme quelqu'un que tu ne veux pas perdre. Et c'est là que tout devient réel. Pas le contrat, pas les apparitions publiques, mais ce silence entre nous, cette distance que tu creuses parce que tu as peur que ça t'échappe. Louis ferma les yeux un instant. Il semblait lutter contre lui-même. Lorsqu'il parla, sa voix était plus basse. « Tu es arrivée ici par erreur. Tu n'étais pas censée être celle que j'attendais. Tu étais une solution de fortune. Et pourtant, je me suis surpris à t'observer, à écouter tes phrases, à chercher ta présence. J'ai commencé à vouloir que tu restes. Pas pour l'image, pas pour le testament, pour moi. Et c'est là que j'ai su que j'étais en train de perdre le contrôle.
Camille sentit son cœur battre plus fort. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle attendit qu'il soutienne son regard. « Alors pourquoi t'éloigner? Pourquoi revenir à ce mutisme, à cette froideur? Parce que je suis incapable de promettre quoi que ce soit de réel, répondit-il. J'ai tout raté la première fois. Et cette fois, je ne voulais pas te blesser. Je me suis dit que si je restais distant, tu partirais avec ce que je t'ai promis, sans souffrance, sans confusion. Mais je me rends compte que j'ai créé plus de douleur en niant ce que je ressentais. Le contrat est devenu inutile, murmura Camille. Il ne tient plus debout, Louis. Il ne nous protège pas. Il nous enferme. Il s'approcha lentement. Pour la première fois, il posa sa main sur son épaule, sans hésitation. Le geste était simple, mais chargé d'une tension que ni l'un ni l'autre ne pouvaient nier. « J'ai peur de recommencer, Camille. J'ai peur que tout s'effondre, que toi aussi tu partes. Et moi, j'ai peur de rester pour quelqu'un qui ne saura jamais me voir autrement que comme une échappatoire. Je veux exister pour ce que je suis, pas pour ce que je représente dans ton passé. » Ils restèrent là, face à face, sans parler. Un long moment passa, durant lequel le temps sembla suspendu. Puis Camille se recula d'un pas. « Je pars demain, pas parce que je t'en veux, mais parce que j'ai besoin de vérité. Pas d'un contrat, pas d'une illusion. Si tu veux que je reste, ce ne sera pas à cause de ce que tu crains, mais à cause de ce que tu es prêt à choisir. » Elle quitta la pièce sans se retourner. Elle ne savait pas ce que Louis ferait. Elle ne savait pas s'il allait la suivre, l'arrêter, ou s'il resterait figé dans sa solitude. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle sentait que ses pas n'étaient dictés ni par la peur, ni par le besoin, ni par un accord écrit. Elle partait en étant pleinement elle-même. Et cette vérité, aussi douloureuse soit-elle, valait plus que toutes les promesses qu'on ne fait jamais. Camille se réveilla tôt le lendemain matin, bien avant que les premiers rayons du jour ne percent à travers les lourds rideaux de sa chambre. Elle resta un moment immobile dans le lit, écoutant les bruits lointains de la villa, les pas feutrés du personnel, les chuchotements à peine perceptibles qui accompagnaient les débuts de journée. Tout semblait identique à la veille, mais pour elle, quelque chose d'essentiel avait basculé. La veille, elle avait prononcé les mots qu'elle s'était retenue de dire depuis des semaines. Elle avait posé une limite, et surtout, elle avait fait un choix. Non celui que dictaient les circonstances ou la peur, mais un choix mûrement réfléchi, sincère, irrévocable. Elle allait partir. Sur la coiffeuse, elle disposa une feuille de papier à en-tête de la villa, y traça lentement les lignes d'une lettre, brève mais dense. Elle y remerciait Louis pour ce qu'il lui avait permis de reconstruire en silence, sa dignité, sa posture, son courage. Elle y écrivait qu'elle ne regrettait rien, pas même les silences ou les incompréhensions. Mais elle terminait par une affirmation claire. Elle ne pouvait plus vivre dans un espace dicté par des règles écrites pour éviter l'intimité. Elle ne voulait plus être définie par un contrat. Ce qu'elle désirait désormais, c'était une vie réelle, imparfaite, faite de risques et de décisions personnelles. Et surtout, elle voulait qu'on la choisisse librement, sans clause, sans échéance. Elle laissa la lettre sur la table, se changea, prit une valise discrète qu'elle avait préparée dans la nuit et descendit sans bruit. Élise n'était pas là, sans doute informée, sans doute silencieusement complice. À la porte, le chauffeur attitré de la villa lui demanda poliment où il devait la conduire. Elle répondit simplement « la gare de Lyon ». Durant le trajet, elle regarda les rues de Paris défiler, familières et pourtant lointaines. Son cœur battait vite, mais pas de peur. C'était une agitation nouvelle, comme celle d'un retour après une longue absence. À la gare, elle acheta un billet pour Lyon. Le prochain train partait dans moins d'une heure. Elle s'installa dans un coin discret, sortit un carnet de son sac et se mit à écrire, sans but précis, juste pour extérioriser. Elle n'attendait rien. Louis ne savait même pas, peut-être, qu'elle avait déjà quitté la maison. Elle n'avait laissé aucun message oral, aucune indication. Juste cette lettre. Elle voulait partir comme elle était arrivée, dans le silence mais avec dignité. Le train partit à l'heure. Camille passa les 2 heures du trajet à regarder les paysages défiler, à repenser à tout ce qu'elle avait vécu ces derniers mois. Elle se remémora son arrivée sous la pluie, sa première nuit dans un lit chaud après des semaines dans les rues, la proposition absurde de Louis, les premières soirées tendues, les regards évités, les rares sourires sincères. Elle se souvint aussi de la photo en noir et blanc, du nom de Claire, du poids du passé que Louis n'avait jamais supposé. Elle ne pouvait pas réparer les blessures d'un autre. Elle ne le voulait plus.
Ce n'était pas son rôle, ni son destin. Ce qu'elle voulait, c'était bâtir quelque chose de neuf avec quelqu'un qui le voudrait tout autant qu'elle. Arrivée à Lyon, elle prit un taxi jusqu'à la boulangerie où elle avait travaillé adolescente, dans un quartier modeste mais vivant. Le magasin avait changé de propriétaire, mais elle retrouva les gestes, les odeurs, les sons avec une facilité déconcertante. Elle demanda à parler à la nouvelle gérante, une femme d'une 50aine d'années, souriante et avenante. En quelques phrases, Camille expliqua son passé dans cette boutique, son expérience et surtout son envie de reprendre contact avec un métier tangible, concret. La gérante, touchée par son honnêteté, lui proposa de revenir le lendemain pour un essai. Ce n'était pas un grand retour, ce n'était pas une victoire éclatante, mais c'était un point de départ. Camille s'installa provisoirement dans une petite chambre d'hôtel à proximité. Le soir, seule face à la fenêtre, elle ressentit un vide. Pas un manque douloureux, mais un espace silencieux laissé par ce qu'elle venait de quitter. Elle ne pensait pas à Louis avec rancune, ni avec nostalgie, mais avec une forme de lucidité apaisée. Il représentait un moment de sa vie, un tournant. Il l'avait vu dans sa vulnérabilité, et malgré la distance qu'il avait imposée, il l'avait aussi respecté. Mais ce n'était pas suffisant. Elle voulait plus que du respect. Elle voulait un lien. Le lendemain, elle se leva tôt, noua ses cheveux, enfila un tablier et retourna dans la boulangerie. Le travail reprit naturellement. Pétrir, peser, cuire. Des gestes simples, des gestes vrais. Elle ne pensait pas à l'argent, à la villa, aux robes de soirée. Elle pensait à ce pain qu'elle formait de ses mains, à ses clients qui entraient en souriant, à cette vie qu'elle retrouvait peu à peu. Les jours passèrent sans nouvelles de Louis. Elle n'en attendait pas. Chaque matin, elle se levait avec le même sentiment de paix, de reconstruction, jusqu'à ce matin-là, 2 semaines plus tard, où elle vit une silhouette familière de l'autre côté de la vitrine. Il ne portait pas de costume, pas de chauffeur, juste lui, un manteau sombre, un regard incertain. Il entra, s'avança lentement. Camille resta figée, la main encore couverte de farine. Il ne parla pas tout de suite. Puis, d'une voix calme, « J'ai lu ta lettre. Trop tard pour t'arrêter. Mais pas trop tard pour comprendre. Je n'ai plus de contrat à te proposer, pas de cadre. Juste une chose, je veux être là, si tu veux encore de moi. » Camille ne répondit pas tout de suite. Elle le regarda longtemps. Et dans ce silence, elle sut que sa décision n'avait pas été vaine. Le passé était derrière eux. Ce qui comptait désormais, c'était ce qu'ils choisiraient de faire ensemble. Libre de tout accord, libre d'être. Camille n'avait pas bougé. Elle restait derrière le comptoir, les mains légèrement tremblantes, la farine s'accrochant encore à ses doigts, alors que Louis, debout face à elle dans la petite boulangerie de quartier, attendait sans détourner le regard. Il n'y avait plus autour d'eux les dorures de la villa de la cour, ni les murmures d'un personnel discret, ni l'écho des mondanités où tout se mesurait en silence et en réputation. Juste 2 personnes dans un espace simple, aux odeurs de pain chaud et de levain, là où les gestes sincères valaient plus que 1000 apparences. Elle s'approcha lentement, contourna le comptoir, puis s'arrêta à 1 mètre de lui. Louis n'avait pas changé physiquement, mais il semblait plus vulnérable, moins armé, comme s'il avait enfin laissé tomber cette rigidité qui avait toujours servi de rempart à ses émotions. Il ne portait plus les costumes sur mesure, ni cette expression fermée qui dictait la distance. Son visage exprimait une fatigue réelle, mais aussi une honnêteté brute, celle d'un homme venu sans artifice, prêt à assumer ce qu'il était. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-elle simplement. Il inspira profondément puis répondit « Parce que j'ai passé 2 semaines à chercher une réponse dans mes habitudes, dans mon monde, et je n'ai rien trouvé d'autre que ton absence. Rien ne sonnait juste sans toi. J'ai toujours voulu maîtriser chaque aspect de ma vie. Le contrat, les règles, les conditions, tout ça m'a permis d'avancer sans m'effondrer. Mais je me suis rendu compte que ce n'était pas la maîtrise qui me gardait debout, c'était toi. Et quand tu es parti, ce n'est pas la structure qui s'est écroulée, c'est moi. » Camille baissa les yeux un instant, puis releva la tête. « Je n'ai jamais voulu être une réparation, ni un substitut, ni un équilibre provisoire. J'ai accepté beaucoup de choses, mais j'ai fini par comprendre que si je restais dans cet accord, je n'aurais jamais pu m'appartenir complètement. J'aurais été une version muette de moi-même. Je le sais, répondit-il. Et je ne viens pas te demander de revenir à la villa, ni de reprendre le rôle que tu occupais. Je viens ici parce que c'est ici que tu existes vraiment,
C'est ici que je peux te regarder sans que tout ce que j'ai construit me détourne de toi. Je n'ai rien à t'offrir de plus que moi-même, et ce que je veux, ce n'est pas que tu reprennes une place, c'est que tu en choisisses une, à ton rythme, avec ta voix, avec tes règles. Si tu veux encore de moi, je suis là. Pas comme époux par obligation, mais comme homme prêt à bâtir quelque chose de nouveau. Sans mur, sans peur. Camille l'écoutait sans dire un mot. À mesure que les mots s'échappèrent de la bouche de Louis, elle sentait en elle le poids des dernières semaines se dissiper. Elle avait appris à se reconstruire loin de lui. Elle avait retrouvé ses racines, sa force, son équilibre. Mais elle savait aussi que ce qu'elle avait vécu avec lui n'était pas un accident. C'était une rencontre inattendue, maladroite mais authentique. Ils ne s'étaient pas trouvés au bon moment, mais peut-être était-il en train de créer ce bon moment maintenant. Elle fit un pas en avant. « Je ne peux pas promettre que ce sera simple. Je suis différente. Je ne suis pas ta famille, ni ton monde. Je n'ai pas grandi dans ce luxe. Je n'en veux pas, d'ailleurs. Ce que je veux, c'est vivre à mon rythme, travailler, me lever tôt, me fatiguer, me sentir utile. Si tu veux partager ça avec moi, alors tu es le bienvenu. Mais je ne ferai jamais partie d'un décor, et je n'abandonnerai plus ce que je suis pour te rassurer. Je ne te le demanderai jamais, répondit-il. Je ne veux pas que tu rentres dans ma vie. Je veux entrer dans la tienne si tu m'y autorises. Un long silence suivit, pas un silence gênant, un silence plein de sens. Elle le regarda, et ce qu'elle lut dans ses yeux n'était ni un regret ni une demande. C'était une certitude fragile mais réelle, celle d'un homme qui avait choisi de changer, non pour plaire mais pour être sincère. Elle tendit alors la main qu'il saisit sans hésiter. Dans les jours qui suivirent, Louis s'installa dans une petite chambre d'hôtel à 2 rues de la boulangerie. Il ne tenta pas d'imposer sa présence. Il passait chaque matin prendre un café et restait quelques minutes, parfois en silence, parfois pour parler de choses simples. La farine trop humide, les clients impatients, le journal du jour. Il apprenait à vivre dans ce monde à elle, sans le modifier, sans le dominer. Et Camille, chaque jour, sentait que quelque chose de rare était en train de naître. Pas une romance idéale, pas un conte, mais une relation construite sur des bases réelles, humaines, égales. Ils passèrent leur premier dimanche ensemble, sans horaire ni attente. Ils se promenèrent dans un marché, goûtèrent des fromages, parlèrent de leurs enfances. Louis lui raconta, pour la première fois sans détour, les semaines qui avaient suivi la mort de Claire. Il ne s'effondra pas. Il ne chercha pas à susciter la pitié. Il raconta simplement, et Camille écouta, sans juger, sans consoler, juste avec une présence pleine. Le contrat était derrière eux. Il n'existait plus de cadre, plus de rôle à tenir. Ce qu'ils construisaient désormais leur appartenait, et chaque pas en avant était une promesse silencieuse, née non d'une obligation, mais d'un désir réciproque de se comprendre, de se choisir. Quelques mois plus tard, Louis proposa de louer un petit appartement à Lyon, non loin de la boulangerie. Pas une villa, pas un duplex luxueux, mais un lieu simple où ils pourraient écrire leur propre histoire. Camille accepta, non par sécurité, non par besoin, mais parce qu'elle savait que cette fois, elle disait oui à un homme qui ne cherchait plus à la façonner, mais à la découvrir. Il n'avait pas besoin de nouvelles signatures, ni de témoins, ni de documents officiels. Il n'était plus lié par un papier, mais par quelque chose de bien plus fort, la liberté assumée de se choisir chaque jour. Ensemble, ils marchaient lentement, sans promesse de perfection, mais avec la volonté commune de ne plus se perdre.